changer notre société. Pour préparer nos jeunes à relever les défis de demain et pour faire rayonner notre commune, notre région et notre nation. Aujourd'hui, nous faisons de la philosophie un espace d'échange, de réflexion et de construction intellectuelle. À quelques jours des épreuves du baccalauréat, il est de notre devoir d'offrir aux élèves une plateforme de révision sérieuse, inclusive et gratuite, où chaque question devient une opportunité d'apprendre et chaque réponse une graine semée dans l'esprit de nos futurs bacheliers. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. Adama Dièye, notre parrain, dont l'engagement constant en faveur de l'éducation n'est plus à démontrer. Merci de nous avoir parrainés. Votre bienveillance et votre soutien fidèle. Madame Fama Diengay, marraine de cette édition, pour sa disponibilité, son énergie et son inspiration pour notre jeunesse. Monsieur Mamadou Mbaye, invité d'honneur, pour son parcours inspirant et sa présence encourageante à nos côtés. Je n'oublie pas le vaillant, l'éminent professeur Songué Diouf, qui anime cette synthèse avec passion, rigueur et dévouement. Vous êtes l'architecte silencieux de la réussite de milliers d'élèves. Je remercie également nos précieux partenaires, à savoir le mouvement Natangé ici présent, Solid Études, IEA Dakar, Fondation Sococim, Edicom et Edupass. Merci de croire à notre projet et d'y investir. Enfin, je félicite l'équipe du MATSA, chaque membre, chaque bénévole, chaque coordinateur local qui a contribué à la réussite de cette activité. Ce que nous construisons ensemble dépasse un simple événement. C'est un mouvement, une dynamique citoyenne, un engagement pour l'avenir. Chers élèves, cette journée est la vôtre. Soyez attentifs, soyez curieux, posez des questions, doutez, réfléchissez, mais surtout, croyez en vous. Parce que vous êtes capable, parce que vous êtes digne et parce que l'avenir vous appartient. Vive l'école sénégalaise, vive la jeunesse engagée, vive le MATSA. Je vous remercie. Bon, avant tout, nous venons le professeur, mon père, avec voilà, commandant. Nous avons une délégation qui est venue, nous avons voilà, donc nous remercions avec nous avons Madame Fama Dièye, nous sommes le président du mouvement MATSA, c'est un affaire d'affaires. Machallah. Nous sommes MATSA, donc nous avons un centre colonel, nous sommes actuellement responsable des étudiants de l'Université à Dakar. Voilà. Nous sommes président MATSA, donc durant ces 5 dernières années. Voilà, actuellement je suis l'ambassadeur chargé des relations extérieures. Voilà, donc nous sommes parce que je pense que le président wax na lépp mais dañu ñàkk a pour cadre rek pour firndeel sunu relation ak ñi nga xam ne ñoo ñu accompagné ku si mel ni man boog sama père la sama conseiller la sama lépp la muy le professeur Songué Diouf mais koo xam ne depuis bi nga xamante ba léegi wax dëgg yàlla lépp lu ma saa di def même bu dul seen sax day déplacé wu ñëw fekk ko mais nag lépp lu ma organisé ma saa takk si lépp ak luñ ci man muy synthèse muy def au niveau du mouvement de la Renaissance mu nekk suñu fierté nekk suñu xarit nekk suñu père nekk suñu lépp en tout cas professeur Songué merci pour la considération aussi di remercier ki nga xam ne mooy le parrain Adama Dièye mi nga xam ne très sincèrement buñ commencé démarcher ak moom yàggul mais mu amul yéene def lu ñu mel bu ñu waxtaanee wax dëgg yàlla si grandeur am si voilà leadership am mu nangu nekkat carrément sotti si la ak def si mu bàyyi lépp ñëw pare pour ànd ak le mouvement MATSA ànd ak ñoom liggéey si liggéey bi je pense que remercier bu baax a baax dañu fàtte tamit madame Fama Dièye li nga xam ne moom franchement dafay safoo MATSA aussi tamit ñun tamit ñu koy safoo kon nag bu demee ba ñu koy perdre lii kon donc lu yàgg la tey ñu soog a jëmal en tout cas ñu koy remercier bu baax a baax. dañu fàtte tamit Solid Études depuis première synthèse ba léegi dafay accompagner le mouvement MATSA avec monsieur Niambaye et sa femme madame Mbaye ñi nga xam ne ñoo yor école IEA bi nga xam ne moo nekk fii ñoom ñu nekk des potentiels partenaires du mouvement mais tamit Edicom groupe bi nga xam ne siège yi ak logistique bi lu bëri ñoo si jàpp depuis année yi passé yëpp
en tout cas ñu ngi remercier tamit voilà INSUP peut-être ñëwul voilà remercier aussi tamit te remercier képp koo xam ne yaa ngi jàppale Matsa mais tamit du ñu fàtte les écoles ak l'IA avec à travers les proviseurs bi nga xam ne Matsa yàgg na intervenir au niveau des écoles aussi tamit de remercier délégation bi nga xam ne les membres du Matsa yi nga xam ne depuis 2019 ñu ngi fi ñu former leen accompagner leen tàggat leen ba tey ñu mën a jiite ay organisme au niveau national je dis bien tey boo nee Matsa tey ba dee ba université yu bëree bëree privé comme public boo demee à l'UVS peut-être les produits Matsa ñoo fa nekk di piloter di coordonner di doxal mbir kon nag Matsa c'est la formation des leaders voilà lu ñu wax rek servir la population en plus sans servir c'est-à-dire que dañ si am benn formation boo xam ne fépp foo dem nga xam ne kat yow kenn formation bi nga am na doole en tout cas di naan yàlla rek ñu commencé ko bismillah rahmaan rahim jéegale ko alhamdulilah rabbil alamin di sant élèves yëpp pour la présence inchallah. Étudiants ici présents, chers élèves en classe de terminale, permettez-moi de poser quelques interrogations. À quoi sert la philosophie? Ou encore, qu'est-ce que la philosophie? Ou encore, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Chers élèves, nous vivons une époque où nous avons autant besoin de philosopher. Non pas comme un luxe intellectuel, mais encore un outil de discernement, de paix intérieure, mais de lucidité intellectuelle. C'est donc avec une émotion sincère et une fierté assumée que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de cet événement. Il est très courant d'entendre philosopher, c'est bien, mais ce n'est pas concret. Je pense que le professeur ne sera pas d'accord pour ça. Je voudrais m'opposer comme lui par rapport à cette idée. Car justement, penser c'est agir. Penser c'est réussir à la facilité. C'est résister à la facilité. Penser c'est oser regarder la complexité en face et refuser les slogans simplistes. Penser c'est choisir la construction lente de l'intelligence plutôt que la réaction rapide de l'instant. Ainsi, nous devons donc cesser d'opposer la philosophie à l'action. Au contraire, toute action sans pensée devient violente. Toute parole sans réflexion devient bruit. Le philosophe n'est pas hors du monde. Il est le témoin exigeant de notre rapport au monde. Je pense que le professeur ne dira pas le contraire. Comme le disait notre cher professeur Kant, la liberté, c'est l'autonomie de la pensée. Comme le rappelait notre cher parrain, cher Anta Diop, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Eh bien, j'ajouterai ceci. Un peuple sans esprit critique est un peuple manipulable. Car on comprend le temps de réfléchir, on agit mieux. Quand on comprend les enjeux, on choisit mieux. Quand on accepte le dialogue, on construit ensemble. Et c'est justement ce qu'a fait le mouvement Masdin que je vous demande d'applaudir pour cette initiative. Vous affirmez haut et fort que le savoir ne doit pas rester enfermé dans les bibliothèques, mais il doit circuler. On doit dialoguer, on doit se confronter. J'en appelle ici aux éducateurs présents, aux parents, aux encadreurs, aux décideurs. Ne transformons pas uniquement les compétences, transmettons aussi des sens. Car un jeune qui sait écrire, mais ne sait pas réfléchir, peut écrire des discours de haine. Un jeune qui sait coder, mais ne sait pas discerner, peut construire des outils destructeurs. Mais un jeune qui pense librement, qui analyse, qui contextualise, qui doute, ne sera jamais un danger pour son peuple. Il sera une sommité pour la nation sénégalaise. Chers jeunes, philosophes, élèves, orateurs, penseurs de demain, continuez à lire, à écouter, à débattre. N'ayez pas peur de ne pas savoir. C'est là que commence la sagesse. Refusez la pensée unique, mais respectez la pensée différente. Et surtout, ne laissez jamais personne penser à votre place. Soyez des ponts, pas des murs. Soyez des penseurs de sens, pas des répétiteurs de slogans.
comme le fait certains jeunes à notre époque. Soyez des acteurs de vous-même, pas des copistes de discours vides. Master est un modèle à suivre à l'heure où certains prônent l'ignorance comme modèle de succès. Vous avez fait un choix courageux, celui de la pensée, celui d'aider vos frères et sœurs en classe de terminale. Je vous félicite. La prise de parole publique et Mme Famadien pour son beau discours, hein, elle est très philosophe. Hein. Alors je me suis senti tout petit dans mes souliers quand je l'ai entendu invoquer Kant avec beaucoup de brio et beaucoup de pertinence. Elle dit qu'il ne faut pas manipuler, mais elle manipule les mots avec une dextérité extraordinaire. Donc félicitations vraiment pour la qualité de ce discours et surtout pour sa brièveté et pour sa concision. Remercier, ce n'est pas des partenaires, hein, les gars, les autres, le président, c'est des enfants, c'est mes fils à moi. Parce que depuis que le mouvement est né, ça fait 7 ans, 8 ans je crois. Donc je suis toujours là, je les accompagne. Hein. Cette année, je suis venu avec un peu de retard pour des raisons spéciales, ils le savent très bien. La date à laquelle nous devions tenir cette rencontre-là, c'était le 11, mais la marraine a eu des empêchements. Le calendrier du professeur Songue étant démentiel, c'était même bouclé. Là, je sais que j'ai travaillé jusqu'à 14 h, j'ai couru pour aller à la mosquée, j'ai à peine avalé 2 cuillères de riz et pour faire le voyage pour vous retrouver avec vous. Mais c'est normal parce que c'est des gens que je porte dans mon cœur, parce que c'est des enfants très polis, mais également très policés, mais également des gens pleins de respect et surtout déterminés pour la cause de l'éducation. C'est pourquoi je disais à mon fils Gorgui que je suis très fatigué, mais si je dois ramper pour venir à Rufisque, je ramperai pour être là, parce que vraiment c'est vous qui le méritez pour votre dévotion et votre sacrifice pour la cause de l'éducation. Également, ils m'accompagnent partout dans toutes les activités que je fais. Je m'appuie sur eux, sur tout ce qui est organisation. Et ils sont là avec une efficacité déconcertante. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que ces gosses-là, à l'école de Marsa, vraiment, le Djoubal et Djoubanti, a de la matière, s'appuyer sur ces gens-là, c'est s'appuyer sur une jeunesse saine, sur une jeunesse experte, sur une jeunesse expérimentée, mais surtout respectueuse des anciens. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, autant vous dire, rassurez-vous, c'est vrai, ça se voit sur mon visage, je suis très fatigué. Mais quand je suis en face de vous, comme j'ai l'habitude de dire, j'oublie totalement ma fatigue. Donc, je vous demanderai simplement, ceux qui distribuent de l'eau, s'ils doivent le faire, qu'ils le fassent tout de suite, parce que c'est une séance d'enseignement-apprentissage. Et nous avons besoin quand même d'un minimum, hein, d'un minimum de sérénité et de quiétude pour pouvoir dérouler ce que nous faisons. Tous les pédagogues qui sont là savent que quand quelqu'un est là en train de parler, dès que vous vous levez, vous faites un mouvement, ben, la centralité n'est plus en celui qui parle, mais celui qui bouge et se lève, celui qu'on regarde. Donc vraiment, je le vois avec beaucoup de sachets d'eau là. S'il doit les distribuer, qu'il le fasse. Et comme ça que je commence, autrement qu'il attende peut-être. Voilà. Mais là, si vous êtes en train de faire ça, je prêche dans le désert. Et je suis tellement fatigué que je voudrais vraiment que ce que je dise aille directement en vous. Momo, on attend la pause. Voilà, c'est ça. On attend la pause. Oui. Merci Momo. Donc jeunes gens, je crois que vous êtes prêts. Je disais que je suis fatigué, mais j'ai oublié ma fatigue. Donc on va ensemble attacher les ceintures pour voyager dans le vaste champ de la philosophie. Et ma volonté en tout cas, vous me permettrez de le dire, à chaque fois que je commence, je dis, je m'adresse à mon vénérable maître Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il me donne vraiment les forces, parce que ce que j'ai dans le cœur, c'est véritablement que vous réussissiez, que véritablement que votre attente ne soit pas déçue. Parce que quand on vous a dit c'est Songue qui vient, vous pensez que je suis un génie, un faiseur de miracles, je n'en suis pas. Mais je ne peux que demander au Saint-Homme, par sa grâce, que Dieu me donne les forces de faire le travail pour lequel je suis en face de vous. J'ai envie de tout vous donner pour que véritablement, Marsa ne regrette pas de m'avoir convié et que vous également, le jour de l'examen, vous vous rendiez compte de l'utilité de tout ce que nous avons déjà fait. Donc encore une fois mes amis, est-ce que vous êtes prêts? Donc on attache nos ceintures et je voudrais qu'avant la fin de cette conférence, Socrate qui est mort il y a des milliers d'années, mais qu'il ressuscite de sa tombe et que ce soit à partir ici, de Rufisque et du centre Maurice Gueye, que Socrate se réveille de sa tombe. Et il le devra simplement à votre milieu et à la qualité des échanges que nous pouvons avoir. Maintenant on va aller très vite. Quand j'ai demandé à Diara de garder encore le micro, de faire des digressions, c'est parce que comme je dis, malgré plus de bientôt 25 ans de prise de parole publique, je suis toujours angoissé. Hein, ça, je le vois. Voilà, on ne s'en débarrasse pas. Je ne sais pas que faire pour m'en débarrasser. Dès que l'heure vient de parler, je dis donnez à l'autre, que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. Parce que je suis dans une sorte d'inconfort et de malaise intellectuel quand vient l'heure de parler. Pourquoi je l'ai toujours déjà dit.
en m'inspirant de quelqu'un qui s'appelle Nietzsche, qui dit que parler est toujours dangereux parce qu'on ne sait jamais à quoi on va aboutir à la fin de son discours. Nietzsche dit, la seule chose dont vous êtes sûr, quand vous êtes en face d'un public comme c'est le cas, c'est que vous devez parler. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne le savez pas. Par où est-ce que vous allez finir? Vous ne le savez pas. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous devez dire. Mais j'ai envie de dire, entre ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, la façon dont je le dirai et les dires que je voudrais que mes dires réveillent en vous, ce que je souhaite, c'est que mes dires à moi réveillent en vous des dires et que les dires que mes dires réveillent en vous soient des dires évidemment. Et cela signifie donc que vous le savez très bien. Vous voyez comment Fatigue commence à s'envoler. Donc cela signifie très bien. Vous le savez, au moment où nous parlons, je crois que vous avez bouclé votre programme. N'est-ce pas? Tout le monde a fini son programme. Donc il s'agira pour nous de revenir sur les différentes articulations de ce programme-là et de s'arrêter à chaque domaine pour nous approprier les concepts fondamentaux qui sont nécessaires à votre performance le 1er juillet, date de début de l'examen et par lequel vous commencez par la philosophie. Donc vous avez 4 domaines. Le domaine numéro 1, c'est quoi mes amis? Il porte sur la réflexion philosophique. Le domaine numéro 2, il est articulé à la problématique de la vie sociale. Le domaine numéro 3, il prend en charge la réflexion sur la science à travers l'épistémologie. Et le dernier domaine, il réfléchit sur l'art. Et vous le savez, quand la philosophie réfléchit sur l'art, ça s'appelle simplement de l'esthétique. En ce qui concerne donc, mes amis, le premier domaine, celui-là qui prend en charge la question de la réflexion philosophique. Vous savez que tout le long de ce domaine-là, au-delà du travail de comparaison entre la philosophie et des formes de connaissances telles que le mythe, telles que la science, telles que la religion. Donc, dans tout ce travail de comparaison, vous savez, vous ne visez qu'à répondre qu'à une question. Et quelle est la question à laquelle vous cherchez à répondre avec mes brillants collègues dans tout ce processus-là? Ce n'est autre que la question, qu'est-ce que la philosophie, n'est-ce pas? Et quand vous avez cherché à répondre à cette question, qu'est-ce que la philosophie? Je n'ai pas besoin de revenir sur les détails, ça s'appelle une synthèse. Mais vous savez très bien que la conclusion à laquelle vous êtes parvenu, elle a consisté à dire quoi? Que quelqu'un d'entre vous me réponde. Quelle est la conclusion et la réponse à laquelle vous êtes parvenu en cherchant à répondre à la question, qu'est-ce que la philosophie? Qui lève la main et me dit la réponse à laquelle vous êtes parvenu. Pour que je sois sûr et que je n'ai pas besoin de revenir sur les détails. Donc à la question qu'est-ce que la philosophie, au terme de l'enquête, mes amis, vous êtes arrivés à la réponse que je n'entends rien. Et on va te disqualifier. Toi, tu as cessé d'être. On va donc échanger avec eux. Quelle est la réponse à laquelle vous êtes parvenu au terme de l'enquête? Je n'entends pas, je ne vois pas qui parle. Que la philosophie n'a pas de définition. Si, elle a des définitions. Mais plus précisément, vous avez dit, elle n'a pas de définition unanime et universelle. C'est vos professeurs qui ont dit ça ou ce sont eux qui l'ont dit? Ah, ce sont eux qui l'ont dit. D'accord. La réponse à laquelle vous êtes parvenu avec vos professeurs, elle a consisté à dire, d'accord, je vous concède ça, globalement que la philosophie ne peut pas se voir assigner une définition rigoureuse. On est d'accord? Et quand vous êtes arrivé à la conclusion que la philosophie, il était rigoureusement impossible de lui assigner une définition rigoureuse, c'est au moins au nom de 3 raisons. 3 raisons, mais pour l'essentiel 2. Rendant impossible, j'ai dit, la définissabilité de la philosophie. C'est Platon qui nous le rappelle, et c'est une évidence. Avec Socrate, il nous dit, attention, il y a 2 types de questions qu'il faut distinguer. Ce qu'il appelle la question mondaine, en grec ti estito, et ce qu'il appelle la question proprement philosophique, ti est. Ça veut dire que la question philosophique, c'est la question qu'est-ce que, alors que la question mondaine, c'est la question qu'est-ce qui. Et c'est Platon donc qui nous dit que lorsqu'on vous pose la question qu'est-ce que la philosophie, vous devez savoir que la question qu'est-ce que en appelle toujours à la production d'une définition. Quand on vous dit qu'est-ce qui est de la philosophie, c'est comme si on vous mettrait entre vous plusieurs documents et vous disant lequel appartiendrait au domaine de la philosophie, ce qui est relativement aisé. Et donc lorsque Platon dit la question qu'est-ce que la philosophie en appelle à la production d'une définition, cela signifie quoi? Que répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est simplement définir. Et à partir de ce moment-là, la question subséquente que je devrais me poser, elle devrait consister à dire mais qu'est-ce que
définir. Et lorsque nous nous posons la question qu'est-ce que définir, on se rend compte que ce mot français, en tout cas comme tous les mots originels, formés du latin ou bien du grec, et donc en français, le mot définir, on oublie qu'il est formé du latin des finesses. Borné, il aura clôturé, il aura dit où commence et où s'arrête l'histoire. Vous êtes assez intelligent, je le lis dans vos yeux, pour comprendre pourquoi le raisonnement que nous venons de faire n'est pas applicable à la philosophie. Qui est-ce qui va me le dire? Pourquoi le raisonnement que nous venons de faire, quel est l'objet d'étude de l'histoire, quel est l'objet d'étude des mathématiques ou de la géographie? Je dis mes amis, pourquoi ce raisonnement, il n'est pas opératoire et il n'est pas conductible et applicable à la philosophie? Pourquoi? Il lève la main et me le dit. Pourquoi le même raisonnement n'est pas opératoire en philosophie? Oui, mademoiselle? C'est excellent, parce qu'à l'opposé de ces disciplines-là, la philosophie, elle est un discours, mais on dit quoi? Un discours total. Ou bien, si elle n'est pas un discours total, c'est la même chose, on va dire c'est une pensée de la totalité. Et dans les deux cas, lorsque nous disons de la philosophie, qu'elle est un discours total ou qu'elle est une pensée de la totalité, ça revient à montrer quoi? Que si on ne peut pas définir la philosophie, si on ne peut pas borner, délimiter, tracer les frontières de son champ d'effectivité, c'est parce que la philosophie est une tentative, mais je dis bien, d'embrasser tous les aspects, tous les domaines et toutes les dimensions de l'existence humaine. Ce qui implique quoi? Qu'il n'y a aucun aspect du réel qui soit en dehors de la prise en charge philosophique. Et à partir du moment où la philosophie est un discours total, qui ne laisse en dehors de lui-même aucun aspect du réel, donc la première raison pour laquelle la philosophie est indéfinissable, vous l'avez dit, c'est qu'elle n'a pas un, mais elle a plusieurs, elle a même une infinité d'objets d'étude. Lorsque le monsieur qui est en face de moi a la question quel est l'objet d'étude de la philosophie, s'il me disait c'est une réflexion sur la vie, j'applaudis, c'est excellent. Si sa voisine me disait c'est une réflexion sur la mort, j'applaudis, c'est excellent. Donc elle interroge la vie, la mort, l'amour, le destin, la paix, la liberté, le bonheur. Et donc la pluralité et l'infinité de ces objets d'étude est la première raison pour laquelle on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie. La deuxième raison est la plus importante, vous la comprenez. Contrairement à la science, vous le savez très bien mes amis, la science, contrairement à la philosophie, elle est gouvernée par quoi? Par le consensus. On est d'accord? La science, elle est gouvernée sur certaines questions, elle est gouvernée par l'unanimité. En un mot, la science, elle repose sur quoi? L'accord. L'accord de qui? L'accord des esprits compétents. Mais là où la science est gouvernée par le consensus et l'accord des esprits compétents, au mois de juin, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous savez que la philosophie, elle n'admet pas d'accord, elle n'admet pas de consensus. Au cœur de la philosophie, divergence, contradiction, querelle, dispute entre les systèmes, faisant qu'en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et dire qu'en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant, c'est montrer simplement l'impossibilité pour les philosophes eux-mêmes de s'accorder sur ce qu'est la philosophie. Je n'ai pas besoin d'y revenir, vous connaissez la belle métaphore kantienne d'Emmanuel Kant, parce que j'ai une kantienne à côté de moi, elle a convoqué 2 fois dans son bref discours Emmanuel Kant. Et vous savez que Emmanuel Kant, à la question à quoi ressemble l'histoire de la philosophie, mes amis, vous vous rappelez la belle métaphore qu'il emploie, en disant qu'elle est une sorte d'arène dans laquelle des gladiateurs se livrent à des combats meurtriers, mais il dit au terme desquels combats, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et lorsque donc Emmanuel Kant, globalement, assimile le champ de la philosophie à une sorte d'arène ou de champ de bataille dans lequel s'affrontent des théories opposées où il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu, c'est une manière pour Emmanuel Kant de montrer que la raison fondamentale pour laquelle la philosophie est indéfinissable, c'est qu'elle-même, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Et dire de la philosophie qu'elle-même, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, c'est une manière de montrer que chaque auteur imprime à la philosophie les marques de son génie, les marques de sa pensée et les marques de sa créativité individuelle. La conséquence c'est quoi mes amis? Il y aura presque autant de philosophes que de tentatives de définition de la philosophie, et vous le savez, le plus souvent ces définitions, elles sont contradictoires, elles sont divergentes. À titre d'exemple, pour prendre celui que vous utilisez forcément et que vous ne pouvez pas ne pas raconter en terminale, Platon. Si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, lui demandant chez Platon en quoi consiste l'acte de philosopher, vous me répondriez en disant quoi?
C'est vraiment banal, c'est un jeu d'enfant. Même la vendeuse de tchaf là-bas me dirait que chez Platon, en quoi consiste l'activité philosophique? Que philosopher? C'est pas dire non, voyez donc. Ça c'est Alain. Hein? En quoi consiste l'acte de philosopher? Mes brillants collègues qui vous ont enseigné ne seraient pas très contents que vous ne répondiez pas à cette question. Hein? Chez Platon, l'acte de philosopher, oui. Hein, pardon? C'est même pas réfléchir sur la mort, mais plutôt apprendre à mourir. Vous n'avez pas appris ça? Mais bon Dieu, qu'est-ce qui vous prend alors? Mais lorsque Platon dit que la philosophie ou l'acte de philosopher est un apprentissage de la mort, c'est une manière de montrer quoi? Mais que philosopher, c'est avoir une attitude de mépris et de dédain à l'égard du corps. Parce que vous savez très bien, Platon, comme les anciens Grecs, ils avaient une belle formule qu'il employait, consistant à dire en grec, soma, sema. Traduisez notre corps et notre tombeau. Et quand il disait soma, sema, notre corps et notre tombeau, c'était une manière de dire qu'il faut d'abord mourir au corps, et c'est lorsque l'on est mort au corps que par les ailes de l'âme, on est capable de s'élever à la hauteur de la réflexion, de la pensée et de la méditation philosophique. Parce que l'homme est âme et corps, vous le savez bien chez Platon et Socrate. Et dans la mesure où l'homme est âme et corps, le corps il renvoie au plaisir, le corps il renvoie au désir, le corps il a faim, il a soif, il veut, il désire, il a envie. Et Platon, comme Socrate vous dit, tant que vous obéissez donc aux exigences du corps, vous n'êtes pas apte à philosopher. Quelle est la condition première pour philosopher? C'est mourir au corps. Mourir au corps signifie avoir une attitude de dédain, de mépris à l'égard du corps, des plaisirs de la chair, pour qu'encore une fois, par le biais de son âme, on s'élève à la hauteur de la réflexion et de la pensée philosophique. Vous vous rappelez votre très cher Socrate, quand l'heure de mourir était arrivée, vous vous rappelez, il n'avait pas peur de la mort, non, ça vous le savez très bien. Pourquoi Socrate n'avait pas peur de la mort? Mais parce qu'il disait que la mort est l'instant par lequel, définitivement, l'âme se libère de la prison du corps. Et lorsque Socrate dit « je n'ai pas peur de la mort » parce que toute ma vie n'a été qu'une préparation longue, lente, mais sûre de cet instant-là. Pourquoi il disait, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la mort, elle n'est pas la fin de toute chose, mais la mort est l'instant par lequel, dit-il, définitivement, l'âme se libère de la prison du corps. Et l'expression « l'âme se libère de la prison du corps », c'était une manière pour Platon et Socrate de montrer que le corps, il nous renvoie à la matière et à la servitude, alors que l'âme nous rappelle simplement cette faculté pensante qui se trouve en nous. Je n'ai pas besoin de revenir sur les autres aspects de la mort de Socrate, vous les connaissez mieux que moi. Parce que Socrate, lorsque Platon dit que la philosophie est un apprentissage de la mort, Socrate lui-même, il était déjà mort tout en vivant. Au point que le jour de sa mort, il disait clairement que cette mort-là n'est une mort insignifiante, parce que toute sa vie n'a été qu'un culte et une attente de cette mort-là. Vous vous rappelez très bien, mes amis, lorsque Socrate avalait les dernières gouttes de ce poison, comment s'appelle ce poison qu'il buvait? La ciguë. Mais vous savez qu'il avait fait scandale et sensation. Pourquoi? Mais parce qu'il avait le sourire aux lèvres. Vous vous en souvenez? Pourquoi il avait le sourire aux lèvres justement? Alors que tout le monde était là en peine. Sa femme, comment s'appelle la femme de Socrate? Xanthippe. Xanthippe. Elle était là à verser les torrents de larmes. Ses amis, Kéton, Phédon, Alcibiade et tant d'autres étaient là disant à Socrate, mais attendez, on paye la caution pour qu'on puisse vous libérer. Mais pourquoi Socrate a refusé? Il a refusé en disant, j'ouvre les guillemets, je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et lorsque Socrate répondait en disant « je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher », c'était une manière de montrer que par l'acte de philosopher, il s'était déjà préparé à mourir. Parce qu'encore une fois, Socrate le disait « la mort, je n'en ai pas peur ». Pourquoi? Mais parce que la mort n'est pas une longue nuit noire. La mort, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Et vous vous rappelez rapidement. Et vous vous rappelez que, après leur avoir dit que la mort n'est pas l'enfer de toute chose, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps, Socrate leur disait, ce que vous allez mettre dans ce tombeau, c'est mon corps. Mais vous vous rappelez, il ajoutait quoi? À peine vous l'aurez enfoui, que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Et Socrate donc ne pouvait pas avoir peur de la mort. Mais ce qu'il ajoute, moi c'est ce que j'ai l'habitude de citer, et vous me suivez quand je le dis. Socrate leur dit, écoutez, vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, vous n'aurez pas besoin de tuer Socrate. Parce que moi, il y a longtemps
que je suis devenu immortel. Comment? Socrate répondait en disant, parce que toute ma vie de philosophe a consisté à faire quoi? Semer les graines de la philosophie dans la conscience de dizaines, de centaines et de milliers d'Athéniens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, vous auriez donc compris que ces graines que j'ai semées là, la conséquence c'est quoi? Aujourd'hui, vous tuez un Socrate, mais demain, 200 000 Socrates vont germer de par le monde et faisant que vous n'aurez jamais l'occasion de rire de ma mort, parce que ma mort n'est pas une mort, ma mort c'est la défaite de la mort et c'est la victoire de la vie. Moi Socrate, chanteur de la philosophie, je suis éternel. Il y a longtemps que j'ai cessé de pouvoir être victime de la mort en tant que... Mais vous le savez très bien. Mais vous le savez très bien, cette conception platonicienne de la philosophie, selon laquelle elle est un apprentissage de la mort, est-ce qu'elle fait l'unanimité? Il est clair que non. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Nietzsche. Là où Platon dit philosophie, moi de tout adna, notre sabacan, tourner le dos au plaisir, vivre dans la pensée. Nietzsche dit, Platon, c'est le plus grand menteur de l'histoire des idées. Il dit Platon, il faut le chasser de la philosophie. Pourquoi? Nietzsche dit, mais écoutez bien Platon, c'est un christianisme placé la tête à l'envers. Ça veut dire quoi? Nietzsche considère que Platon, c'est une sorte de marabout, de prêtre égaré dans la philosophie. Il dit, quelle est cette drôle d'idée que le philosophe, il cherche à mourir, qu'il tourne le dos au plaisir, au corps? Réponse de Nietzsche, il dit, j'ouvre les guillemets, philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Et vous voyez, quand Platon dit philosopher, c'est tourner le dos au plaisir pour vivre dans la méditation, Nietzsche dit exactement le contraire en disant philosopher, ce n'est pas mépriser le monde, ce n'est pas mourir au corps, mais encore une fois, adorer la vie. Ça veut dire quoi? Célébrer la vie dans toutes ses conditions et dans toutes ses manifestations. Quelle est la bonne définition? Quelle est la bonne définition, mes amis, de ces deux? Quelle est la bonne définition de ces deux? L'une, celle de Platon, nous demandant de mourir au corps, et l'autre, celle de Nietzsche, au contraire, nous demandant de célébrer la vie. Quelle est la bonne définition? Quelle est la mauvaise définition? Les deux. Hein? Mais vous devez me répondre en me disant, il n'y a pas de bonne définition, il n'y a pas de mauvaise définition. Vous vous rappelez Emmanuel Kant? Non. Champ de bataille, théorie opposée, mais il n'y a jamais ni vainqueur, ni vaincu. Mais c'était juste vous donner, c'était juste vous donner deux exemples illustratifs du fait que les philosophes eux-mêmes ne s'accordent pas sur ce qu'est la philosophie. Et ça manifeste la beauté de la philosophie, autant que la beauté de la dame qui vient de nous rejoindre, mais elle est tellement belle qu'elle va garder le silence, parce que la beauté, elle est d'abord silencieuse, elle est d'abord secrète. Et donc, cela nous permet de montrer qu'après avoir essayé de répondre à cette question-là, la première raison, c'est que la philosophie, vous l'avez, que la sagesse. Et donc, étymologiquement, au sens littéral et premier du terme, vous avez montré que la philosophie désigne quoi? L'amour du savoir, l'amour de la sagesse. Mais mes amis, vous reconnaissez que, puisque nous cherchons à répondre à la question, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? En dit de destruction, mais également de reconstruction. Donc, réfléchir de façon critique, c'est amener le philosophe à faire table rase de tout ce qui relève de son passé intellectuel, à détruire toutes ces idées et opinions-là afin de les reconstruire, mais de les reconstruire de façon rationnelle. Vous vous rappelez la philosophe française Jacqueline Rousseau? Elle disait recevoir le baptême philosophique. Recevoir le baptême philosophique. Elle ne dit pas exactement comme ça. Elle dit recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Fin de citation. Vous l'avez bien compris. Il s'agit de quelle renaissance? Quand elle dit recevoir le baptême philosophique, autrement dit, commencer à philosopher, elle dit c'est renaître une seconde fois. C'est quelle renaissance? Ce n'est pas une renaissance biologique, mais c'est une renaissance intellectuelle. Pourquoi c'est une renaissance? Parce que c'est décidé justement d'observer un recul critique par rapport à toutes les opinions et idées que nous avions acceptées comme telles, sans qu'on intervienne un effort de travail de la pensée. Donc c'est une renaissance intellectuelle. Ça veut dire qu'avant que je ne philosophe, j'avais une attitude de soumission, d'acceptation pleine et entière des opinions et des vérités héritées de la société. Et quand elle dit c'est renaître une seconde fois, mais c'est décidé de poser sur le monde un regard neuf. Pourquoi le regard que nous posons sur le monde est un regard neuf? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas un regard d'adhésion émotionnelle ou sentimentale, mais c'est un regard gouverné par la prudence, par la méfiance, par le doute, par la suspicion, par l'étonnement et par le questionnement. Une manière donc de montrer
Suivez-moi bien, c'est important. Parce que le 1er juillet, vous savez très bien que vous aurez un sujet forcément sur la première partie et sur la réflexion philosophique. C'est pourquoi j'insiste. Et donc, je suis en train de vous montrer qu'en tant que la philosophie, elle est activité de réflexion. C'est une manière de montrer, quand elle finit par dire c'est repartir de zéro, que la philosophie repose, comme je l'ai dit, sur ce double mouvement par lequel je détruis, mais après avoir détruit, je reconstruis de façon rationnelle. Et c'est pourquoi quand elle dit c'est renaître une seconde fois, ça veut dire décider, comme j'ai dit, de poser un regard gouverné par la méfiance, la prudence, le doute, l'étonnement et le questionnement sur le monde. Pour le philosophe, c'est comme s'il posait un point d'interrogation sur le monde. Pourquoi? Parce que pour le philosophe, le monde n'est ni connu ni compris. Et en tant que le monde n'est ni connu ni connu, le philosophe, il vit dans l'étonnement et dans l'émerveillement face à ce monde-là. Et c'est pourquoi la philosophie, puisqu'elle considère que le monde est rigoureusement inconnaissable, parce que le philosophe part du principe que chaque matin qu'il se réveille, il peut découvrir du nouveau. Rappelez-vous, quelqu'un qui s'appelle Jostein Garde. Vous avez entendu parler? Jostein, J-O-S-T-E-N, Garde, G-2-A-R-D-E-R. Je vous conseille de cliquer sur votre portable quand vous aurez du wifi le soir et d'écrire Jostein Garde. L'ouvrage s'appelle Le monde de Sophie. C'est en français très simple. Sophie, c'est sa fille, qu'il initie à la philosophie de manière imagée terre à terre. Vous trouverez de très beaux extraits pour agrémenter vos dissertations et commentaires. Et donc dans cet ouvrage-là, qui s'appelle Le monde de Sophie, Jostein Garde, qui en est l'auteur, sa fille Sophie lui dit, alors, qu'est-ce qu'un philosophe? Après qu'il ait expliqué le philosophe, pour lui le monde n'est pas connu. Tout d'abord, toutes mes excuses par rapport au retard. J'ai été retenu par des obligations professionnelles et quelques bouchons avant de venir ici. Monsieur le professeur Songué, Madame la marraine, ma sœur Fama Dien, Madame Ndiaye, chers enseignants, chers élèves, chers invités. C'est un honneur de parrainer cette grande synthèse philosophique à l'attention des candidats au baccalauréat du département de Rufisque. Ce rendez-vous annuel n'est plus qu'une tradition, mais c'est un moment de réflexion collective, un temps de préparation rigoureuse et surtout une célébration de l'esprit critique et du savoir. La philosophie, dans ce contexte, ne se limite pas à un exercice académique. Elle devient un outil d'émancipation, une invitation à penser librement, à interroger le monde, à se forger une conscience éclairée. Chers candidats, je vous encourage de tout cœur. Ayez confiance en vous. Abordez l'épreuve avec calme, clarté et détermination. Souvenez-vous que la philosophie ne vous demande pas de réciter, mais de penser. Et vous en êtes capable. Je vous souhaite une bonne chance pour le baccalauréat et plus largement une belle route philosophique dans la vie, car comme le disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Je rends hommage à vos enseignants, partisans de votre formation ainsi qu'à tous les acteurs de cette journée. Votre engagement contribue à faire rayonner la philosophie bien au-delà des murs de l'école. Bonne chance à vous tous, que la lumière de la pensée vous accompagne, je vous remercie. Avec toutes les institutions, on est d'accord? C'est parce que la philosophie elle est fondamentalement critique, nous l'avons dit. C'est parce que la philosophie elle est fondamentalement subversive qu'elle est en conflit avec toutes les institutions. Elle est en conflit avec l'État, elle est en conflit avec la société, elle est en conflit avec la religion. Tout ça, nous venons de le dire, je crois, avec Alain, parce que non pas penser du oui, de soumission et d'acceptation, mais penser du non, de la contestation, de la réflexion. Au point que, comme Socrate, très souvent le philosophe est un martyr. Ça veut dire quoi?
Rappelez-vous, j'ai cité Socrate vous disant qu'il préférait mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et à partir de ce moment-là, la quatrième étape, je rappelle les trois premières. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Par de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie étymologiquement? Elle n'est pas savoir, elle n'est pas sagesse. Troisième étape, si elle n'est ni savoir ni sagesse, qu'est-ce qu'elle est? Nous venons de finir en disant qu'elle est activité de réflexion. Et le fait justement que la philosophie ne soit que réflexion lui offre un privilège que ne peut revendiquer aucun autre domaine du savoir. Parce que lorsque nous disons de la philosophie qu'elle n'est pas savoir, cela lui permet d'interroger l'ensemble des savoirs humains disponibles. Et c'est parce que donc la philosophie elle-même ne sait pas qu'elle nous amène à réfléchir et à nous poser des questions sur ce que nous savons, sur ce que nous croyons savoir. Mais pour nous en tenir aux limites qui nous ont fixées par notre programme en terminale, c'est en tant que donc elle est réflexion que la philosophie, elle va réfléchir sur des modes de connaissance tels que le mythe, tels que la religion, tels que la science, et même pour les élèves de S, tels que la magie. Donc, quatrième étape, relation entre la philosophie et les autres formes de savoir. Commençons par les rapports entre la philosophie et le mythe. Ou bien, mes amis, si vous pensez que tout ça c'est clair, on peut aller dans la vie sociale. Hein? Ça dépend de vous. On peut aller dans la vie sociale. Je dis un mot et on va dans la vie sociale. Donc, dans ces rapports avec le mythe, vous savez que le mythe a 4 aspects. Les 4 aspects par lesquels il se distingue la philosophie. 1. Le mythe, il est populaire, il est fabuleux ou imaginaire. Premier aspect du mythe. En plus d'être fabuleux ou imaginaire, le mythe, il est populaire. En plus d'être populaire, il est dogmatique. Et enfin, par la nature de l'explication qu'il donne, le mythe, il est simplement un saut dans l'irrationnel. Ces 4 aspects, l'aspect fabuleux ou imaginaire, populaire, dogmatique et l'irrationalité de la démarche mythique, tracent sa ligne de démarcation avec la philosophie. Quand bien même les deux, comme Aristote l'enseigne, ont en commun, philosophie et mythe, le fait de naître du Thomasin, ça veut dire de l'étonnement. Mais vous savez bien la différence. L'étonnement mythique s'achève, se termine dans l'invocation du divin et du surnaturel, alors qu'en philosophie, l'étonnement s'achève par la mobilisation de l'esprit et le travail d'une intelligence désireuse de comprendre et de comprendre de façon rationnelle. Si le mythe n'est pas la philosophie, vous le savez, il n'est pas la religion. Pourquoi la philosophie n'est pas la religion? Mais parce que vous le savez très bien, elles ont des fondements ou des principes directeurs différents, n'est-ce pas? Le principe directeur de la philosophie, on vient de l'appeler, c'est la raison. Le principe directeur de la religion, c'est la foi. Et à la question de savoir, foi et raison s'excluent-elles? Vous connaissez les 2 réponses dans l'histoire de la philosophie. L'une des réponses consistant à dire qu'en principe, la foi et la raison s'opposent. Pourquoi? Parce qu'elles commandent chez l'homme des actes différentes. La foi commande chez l'homme soumission, adoration, vénération, adhésion émotionnelle et sentimentale à des vérités absolues. Absolues parce qu'elle n'ayant pas une origine humaine, mais parce qu'elle a une origine divine. Alors que la raison, là où le mythe en appelle, là où la foi en appelle à une nature de vénération, de soumission, d'acceptation, d'adhésion, j'ai dit, émotionnelle et sentimentale, la raison, elle implique souvent quoi? Comme on l'a dit, un doute, examen critique, réflexion, contestation et remise en question. L'une des perspectives, je dis seulement l'une des perspectives, est celle de Blaise Pascal, vous vous rappelez, consistant à montrer l'opposition, semble-t-il, entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison. Vous le savez très bien que dans la perspective, dans l'une des perspectives empruntées par Blaise Pascal, ce qui tient de la raison n'est pas simplement ce qui tient de la foi. Ça veut dire simplement que la vérité religieuse est une vérité qui est de l'ordre de la révélation. Elle nous parvient par l'entremise des prophètes et des envoyés de Dieu, alors que la vérité philosophique n'est pas une vérité qui est de l'ordre de la révélation, mais vous le savez, elle est de l'ordre de la conquête et de la conquête rationnelle. Et donc, dans une perspective comme celle de Blaise Pascal, il s'agit de montrer que les raisons du cœur, entre guillemets, sont étrangères aux procédures de la raison elle-même. Une manière de montrer, comme vous le chantez d'ailleurs avec sa célèbre formule, Dieu sensible au cœur et non à la raison. Mais quand Pascal dit ça, c'est une manière simplement de montrer qu'en fait, c'est le cœur qui sent Dieu, mais que la raison est incapable de prouver Dieu. Rappelez-vous Descartes, cherchant à prouver Dieu dans les méditations métaphysiques comme dans le discours de la méthode. Et le Dieu de Descartes là est un Dieu de la raison.
Alors que Descartes donc cherche à prouver Dieu par la raison, Pascal, entre guillemets, que je considère comme son ennemi intime, c'est comme s'il disait à Descartes, cherchant à prouver Dieu par la raison, que ce Dieu que tu prouves par la raison, c'est ton Dieu à toi. Pascal dit, mon Dieu à moi, j'ouvre les guillemets, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Ismaël, et je peux ajouter, non pas ce pauvre petit Dieu que tu prétends découvrir par ta pauvre raison. Pourquoi? Parce que Pascal dit, comment veux-tu prouver Dieu par la raison humaine, alors que la raison humaine, c'est l'infiniment petit, là où Dieu est l'infiniment grand. Comment l'infiniment petit et poussière de la raison humaine pourrait-il percer le mystère de l'infiniment grand qui est Dieu? Parce que Dieu, il parle à notre cœur, il ne parle pas simplement à notre raison. Une façon, si je pourrais théâtraliser, parce que j'ai entendu tout à l'heure l'appel du muezzin, sans pouvoir me lever à aller prier. Pascal dirait, deux individus entendant l'appel du muezzin à la prière, celui qui se lève et va prier pendant que l'autre demeure assis. Pascal dit, celui qui reste assis, ne lui demandez pas de se lever et d'aller prier. Pourquoi ne lui demandez pas de se lever? Parce qu'il a entendu comme vous l'appel du muezzin à la prière. Pourquoi il ne se lève pas dans une perspective pascalienne? C'est parce que son cœur n'est pas visité par les lumières, par la grâce et la faveur de Dieu, faisant que malgré tous les appels, même du meilleur des muezzins, il ne se lèvera pas. Parce qu'encore une fois, Dieu, il parle au cœur et non à la raison. Vous savez que la deuxième perspective maintenant est celle qui tente de concilier, on est d'accord, en montrant qu'il n'y a pas d'opposition nécessaire entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison. C'est la perspective de tous les théologiens chrétiens du Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas disant, j'ouvre les guillemets, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle. Fin de citation. Et lorsque Saint Thomas d'Aquin dit, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle, dans la perspective du théologien chrétien du Moyen-Âge, donc foi et raison sont intimement liées. Mais rappelez-vous également Saint-Augustin, le Saint-Augustin des Confessions, le titre d'un ouvrage. Lorsqu'un garçon fraîchement converti au christianisme vient lui dire, Saint-Père, maintenant que je suis devenu chrétien, est-ce que je dois écarter ma raison au profit de ce que disent simplement les saintes écritures de la Bible? Il répond en disant de façon très belle, j'ouvre les guillemets, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Je répète une dernière fois, quand il dit, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Mais vous l'avez bien compris, c'est une manière de montrer qu'il n'est pas souhaitable que la raison aille sans la foi, de la même manière qu'il n'est pas souhaitable que la foi aille sans la raison. Ça veut dire quoi? C'est plutôt la séparation de la foi et de la raison qui serait préjudiciable à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il montre que foi et raison sont deux foyers lumineux sur lesquels l'homme doit s'appuyer, mais pour éclairer les chemins de son existence. La raison, sans la foi, elle peut conduire l'homme à l'égarement et à la perdition. Parce que vous êtes d'accord avec moi, comme on dit en Wolof, donc la raison à elle seule, elle nous conduit souvent à notre égarement et à notre propre perte. Donc la raison doit être encadrée, guidée simplement par la foi. Mais à l'inverse, la foi aussi, elle a besoin d'être éclairée par la raison. Comme je disais, dans le langage de l'émission que je faisais à la télé, mot contre mot, il y a plus de 10 ans, où je disais un jour qu'en réalité, lorsque la foi n'est pas éclairée par la raison, mais elle dégénère en dogmatisme. Le fils premier du dogmatisme, c'est le fanatisme. L'enfant gâté du fanatisme, c'est le terrorisme. Et le fils aîné du terrorisme, ce n'est rien d'autre que le crime gratuit. Une manière de dire que nous n'avons pas à choisir entre ou la foi ou la raison, mais leur conciliation est ce qui est profitable à l'homme. Mais si la philosophie n'est pas le mythe, si elle n'est pas la religion, est-elle la science? Vous m'avez demandé de passer très vite, n'est-ce pas? Philosophie et science ne se confondent pas, on est d'accord? Pourquoi? Parce que les deux disciplines appartiennent à des domaines distincts de l'activité intellectuelle des hommes. Mais pour aller vite, vous le savez, philosophie et science se distingueront au moins de par leur objet d'étude. Elles se distingueront de par leur méthode ou démarche, et elles se distingueront de par leur finalité. Mais vous le savez très bien, l'autre question que vous balisez et que vous visitez souvent, c'est la question de l'utilité de la philosophie dans un monde dominé par les progrès des sciences. Je n'ai pas besoin d'éclairer davantage ma lanterne parce que vous avez déjà assez clair.
Vous avez tous montré en classe, avec le brillant travail fait par mes collègues, qu'en réalité, il n'y a même pas de comparaison possible entre les deux. On est d'accord? Parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes questions et elles n'ont pas les mêmes finalités. Autrement dit, ne permettent pas à l'homme de satisfaire les mêmes types de besoins. La science dit le comment des choses, découvre les propriétés de la matière. La philosophie, elle a affaire à la question du pourquoi, c'est-à-dire aux questions d'ordre métaphysique. Du genre, moi homme qui suis, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais là, la vie a-t-elle un sens, vaut-elle la peine d'être vécue? Et lorsque la science, couplée à ses applications techniques, permet à l'homme d'améliorer ses conditions matérielles d'existence, la finalité de la philosophie, vous le savez très bien, n'est pas une finalité matérielle, mais une finalité morale, intellectuelle, spirituelle. Vous vous rappelez tous simplement, mes enfants, Socrate se proclamant, contrairement à sa mère Phénarète qui était sage-femme, Socrate donc se proclamant, non pas médecin des corps, mais plutôt médecin des âmes et médecin des esprits. Une manière pour Socrate de dire, quand le bac va davantage approcher, vous allez être dans le stress, en train de vous demander qu'est-ce que je vais devenir quand je vais échouer. Est-ce que je pourrai continuer à regarder les gens droit dans les yeux? Est-ce que moi et ma mère ne quitterions pas ma maison? Lorsque vous êtes traversé par ces questions-là, Socrate dit, lorsque vous irez voir le médecin d'à côté, il va vous rendre plus malade avec ses piqûres et ses paracétamol. Mais parce que votre docteur, c'est moi Socrate, médecin des âmes, médecin des esprits et non pas médecin des corps. Une manière de montrer que la finalité de la philosophie, elle est d'ordre moral, elle est d'ordre intellectuel et d'ordre spirituel. Et c'est pourquoi j'ai dit, toute comparaison entre la philosophie et la science est absolument ridicule, parce qu'encore une fois, elles n'ont pas les mêmes orientations, elles n'ont pas, encore une fois, les mêmes finalités. Mais j'ai l'habitude de rappeler la belle réponse d'un philosophe français qui s'appelle Gilles Deleuze. À la question, la philosophie est-elle inutile? Il dit, elle est inutile. Et Gilles Deleuze ajoute, heureusement que la philosophie soit inutile. Et quand on lui dit, mais pourquoi heureusement que la philosophie soit inutile? Il dit, écoutez, parce que nous sommes dans un monde où tout sert à quelque chose. Et moi, j'ai l'habitude d'ajouter, nous sommes dans un monde dans lequel même les baisers culturels et le culturel, même si, attention, il y a chez l'homme une prééminence et une prédominance de l'élément culturel sur l'élément naturel. C'est vrai que ce n'est pas possible, mais artificiellement, si on mettait sur une balance, ici nature, ici culture, la balance ne pencherait pas du côté nature, elle pencherait chez l'homme du côté culture. Une manière de montrer quoi? Qu'en réalité, la culture, elle est l'essence de l'homme. On est d'accord? Et l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue de l'autre. Et en disant donc de la culture qu'elle est l'essence de l'homme, ça veut dire quoi? C'est dans et par la culture que l'homme trace la ligne de démarcation qui le sépare de la stricte animalité. Une manière de montrer que la culture est la réponse que l'homme adresse à l'hostilité de la nature. Et que pour l'essentiel, en disant donc que l'homme, son essence est la culture, c'est une manière de montrer que pour l'essentiel, l'homme, il est ce qu'il se fait lui-même. L'animal, il n'est que ce que la nature a fait de lui. On est d'accord? L'animal est programmé pour être, par exemple, carnivore. Pour être carnivore, herbivore, vivant dans un climat chaud ou tempéré, il ne peut être que cela. On est d'accord? Rappelez-vous notre ami Jean-Jacques Rousseau, vous vous en souvenez? Disant quoi? Si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e et dernière année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Fin de citation. Vous l'avez compris? Quand il dit si un animal vivait pendant 1000 ans, Rousseau, au bout de la 1000e et dernière année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. C'est pour montrer quoi? Que la qualité qui distingue l'homme de l'animal, elle s'appelle la perfectibilité qui habite l'homme, qui est absente de la condition strictement animale. Une manière de montrer que dès le départ, l'animal est animal et ne peut être autre chose qu'un animal. Une manière de montrer que le petit de l'animal, dès le départ, est animal. On est d'accord? Le petit de l'animal est dès le départ animal, non? La jeune abeille, est-ce qu'elle a besoin de voir les autres pour être capable de faire une ruche parfaite? Non. La jeune fourmi n'a pas besoin des autres pour être capable de faire une fourmilière parfaite. La jeune araignée n'a pas besoin des autres pour être capable de faire une fourmilière parfaite. Parce que ce qu'elle fait est inscrit dans son organisation biologique. Ce qu'elle fait relève de l'instinct et de la spontanéité. C'est pourquoi j'ai dit, dès le départ, le petit de l'animal est déjà animal et ne peut être autre chose qu'un animal.
Alors, le petit de l'homme, mes amis, qu'est-ce que vous allez me dire du petit de l'homme? Je n'entends rien. Hein? Là où le petit de l'animal est déjà animal, il est parfait, il est achevé, il est complet. Parce que dès la naissance, il a reçu de la nature l'outillage, l'équipement biologique nécessaire à sa vie et à sa conservation. Donc là où le petit de l'animal est déjà animal, mes enfants, aidez-moi vous aussi, le petit de l'homme, hein? Le petit de l'homme, il est déjà homme. Ah, il n'est pas homme. Il est quoi? Il est mouche, il est quoi? Il est quoi? Il n'est pas homme. Il est quoi? C'est une mouche ou c'est quoi? Une larve ou quoi? Le petit de l'homme. Hein? Là où donc le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il doit apprendre à devenir humain. Parce que dans notre routine, quand nous disons on n'est pas homme, on le devient, je dis mais c'est faux, on est homme. Si on n'est pas homme, on est quoi? Il s'appelle l'éducation. Vous vous rappelez Emmanuel Kant disant, j'ouvre les guillemets, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Fin de citation. Et lorsque le penseur allemand disait, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, c'était une manière de montrer ce qu'il dit. Il dit d'ailleurs, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué? Parce que l'humanité n'est pas donnée. Elle se conquiert, elle s'acquiert au terme d'une négation double de la nature. L'homme nie aussi bien la nature en lui que la nature hors de lui. La nature en nous, c'est nos instincts animaux. La nature hors de nous, c'est le milieu physique extérieur. Cette nature en nous, nos pulsions, nos instincts animaux, comment l'homme les nie? Par la soumission aux normes et aux règles de la vie sociale. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un est éduqué, soumis à des normes, il apprend à se maîtriser, à se contrôler, à dominer et à renoncer à quoi? À l'esclavage de ses instincts animaux. C'est pourquoi l'homme est un animal insoumis. L'homme est un animal rebelle. Notre rapport à la nature n'est pas un rapport de soumission, c'est un rapport de négation et de transformation. Donc l'homme nie la nature en lui par la soumission aux normes et aux règles de la vie sociale. Il nie la nature hors de lui, le milieu physique extérieur. Comment? Vous le savez, par l'action transformatrice du travail. Et cette double négation que l'homme fait de la nature en lui et de la nature hors de lui fait que l'homme s'élève au-dessus de la nature, se démarque de la stricte animalité pour atteindre la dimension pleinement humaine de son existence. Merci. Une manière donc de montrer très clairement que pour l'essentiel, l'homme, ou plutôt la culture, elle est ce qui définit l'homme. Mais j'ai dit attention, ôtez de votre esprit l'idée d'une nature au-dessus de laquelle viendrait se déposer la culture. Non, nous avons dit et répété que nature et culture chez l'homme s'entremêlent pour former une unité complexe et indéfinissable pour la réalité qui s'appelle l'homme. Donc dans le cours sur nature et culture, qu'est-ce que l'homme, vous avez dit avec Edgar Morin, c'est un être bioculturel. Dans les étapes par exemple sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant l'homme est un zone logicone, pour dire quoi? Que l'homme est un animal parlant. Et quand vous avez montré que l'homme est un animal parlant, ça a été l'occasion de montrer la différence entre le langage humain et la communication animale. On est d'accord? L'homme parle, mais l'animal, il communique. Rappelez-vous Descartes, discours de la méthode, 5e partie. Il y a un perroquet à l'entrée de ma maison. Les sons que j'ai l'habitude de siffler, il les a déjà entendus, il est capable de les répéter. Descartes dit, demandez au perroquet de produire de nouveaux sons, il en est incapable. Pourtant, il a l'organe phonatoire, mais il lui manque quoi? La pensée par laquelle il peut arranger et combiner les sons en vue de produire du sens. Ça veut dire quoi? Que le langage n'est pas simplement une production de son, mais il est une production de sens. Il suppose la pensée. C'est pourquoi le langage est spécifiquement humain et c'est pourquoi vous avez dit l'homme parle, l'animal communique. Dans l'étape sur le travail,
À la même question, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant l'homme est un animal travaillant. Et vous avez montré aussi la différence entre l'activité animale, gouvernée par l'instinct, la spontanéité, comme je l'ai montré, et le travail proprement humain. Le travail chez l'homme est toujours précédé par quoi? Par un projet rationnel. Vous vous rappelez Karl Marx, comparant l'homme à l'abeille, en disant que moi, homme, je ne pourrais jamais faire une ruche plus belle que celle de l'abeille. Mais la différence, c'est quoi? L'homme le plus malhabile, l'homme l'architecte, il porte la maison dans sa tête avant de la construire. Une manière de montrer que chez l'homme, la maison existe deux fois. Une première fois en tant qu'idée et une deuxième fois en tant que réalité matérielle. Dans le cours suivant, normes, individus et société. Après avoir dit l'homme est un être bioculturel, l'homme est un animal parlant, l'homme est un animal travaillant, qu'est-ce que l'homme dans individu et société? Avec Aristote, vous avez dit l'homme est un zone politikon, ça veut dire un animal politique. Et quand vous avez défini l'homme comme un animal politique, cela signifie simplement que par nature, l'homme ne peut vivre, l'homme ne peut se réaliser, l'homme ne peut développer ses potentialités, l'homme, en un mot, ne peut se réaliser pleinement au sein de l'ambiance sociale et culturelle. On est d'accord? Ce qui est une manière de montrer que la société, comme je dis, entre guillemets, elle est l'usine de fabrique de l'humanité. Au point que, c'est Aristote d'ailleurs qui dit, celui qui voudrait vivre en dehors de la société, deux choses, ou bien il est un dieu, ou bien il est une bête féroce. Et comme nul n'est dieu, il est fort à parier qu'en dehors de la société, l'homme plus est un animal qu'un être pleinement humain. Et donc, dans ce cours-là, sur normes, individus et société, vous avez dit l'homme est un animal politique, un être éminemment social. Et la société lui offre le cadre nécessaire à son épanouissement. Mais en même temps, vous avez montré, autant l'individu dépend de la société. Parce que la société conditionne mes manières de penser, de sentir, d'agir. Autant comme dit Auguste Comte, j'ouvre les guillemets, COMTE, sociologue français. Auguste Comte, il dit, tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et lorsque Auguste Comte disait, tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, c'était une manière, comme je l'ai dit, de montrer la dépendance originaire de l'individu à l'égard de son semblable. Pour l'essentiel, vous et moi, nous ne sommes que ce que la société a fait de nous. Rapport de dépendance, mais j'ai dit aussi rapport de conflit. Et d'où vient le conflit entre individus et société? Vous le savez, de la contradiction permanente entre les aspirations de l'individu et la contrainte exercée par les normes sociales. Soyons sincères, vous et moi, pour reconnaître que très souvent, nous sommes habités par quel sentiment? Par le sentiment que vivre en société, c'est renoncer à sa liberté. À chaque fois, nous disons, je veux, je désire, j'ai envie. La société et ses normes te disent, tu ne peux pas, tu ne dois pas. La conséquence, c'est quoi? L'individu, en permanence, il doit se sacrifier, renoncer à une bonne part de lui-même pour se conformer aux normes. C'est pourquoi, vous l'avez vu, au lieu de se conformer, il transgresse. Et quand il transgresse les normes, il s'inscrit dans le registre de la déviance. Et il s'installe en même temps dans des rapports de conflit avec la société. En dehors du conformisme et de la déviance, autre acte face aux normes, vous avez la marginalité. Autre acte face aux normes, vous avez l'originalité. Autre acte face aux normes, vous avez le degré extrême de perversion qui s'appelle simplement la folie. Mais pourquoi parler de folie dans des rapports entre l'individu et la société? C'est une manière de montrer que la folie n'est pas une manifestation individuelle. La folie est un fait éminemment social. Le fou est toujours le fou de sa propre société. Le fou de Rufisque, il est le fou de Rufisque, il n'est pas le fou de Harlem et de Chicago. Le fou de Harlem, ça ne m'étonnera pas qu'il parle anglais. Le fou de Harlem, ça ne m'étonnera pas quand il a faim qu'il demande des hot dogs et des hamburgers. Mais ça m'étonnerait que le bon lébou de Rufisque, quand il devient fou, qu'il se mette à réclamer des hot dogs et des hamburgers et à parler anglais. C'est une manière de dire que jusque dans sa folie, il manifeste son appartenance culturelle et sociale. Parce que la langue que parle le fou, ce n'est pas une langue de son invention, c'est la langue de son groupe social. Les images que charrie son discours, je ne demande à personne d'écouter un fou, mais les images auxquelles il fait allusion se trouvent, c'est des réalités qui sont dans son environnement immédiat. C'est pourquoi j'ai dit, le fou est le fou de sa propre société. Et les philosophes, c'est pourquoi ils observent une attitude de prudence à l'égard de la folie.
demandez à Pascal, demandez à Nietzsche qu'est-ce que la folie. Pascal vous dira, je ne sais pas ce que c'est que la folie. Il dit, mais ce que je sais, c'est que la folie est la chose du monde la mieux partagée. Nous avons l'habitude de penser que le monde se gouverne par la raison. Pascal dit, si la raison gouverne le monde, peut-être que des Israéliens ne seraient pas en train de massacrer des Palestiniens au point de vouloir embraser l'humanité. Il est en train de montrer, Pascal, que c'est la folie qui mène le monde. Et Pascal dit, nous sommes tous fous, mais à des degrés et selon des manifestations différentes. Pascal dit, si vous ne croyez pas que tout le monde est fou, acceptez qu'on braque sur vous une caméra de surveillance pendant 24 heures. Pascal, il dit, mais écoutez, vous verrez des gens pour se déshabiller, se mettre devant un miroir, faire des grimaces que le plus fou du feu ne ferait pas. Une manière de montrer très clairement que la frontière entre folie et non-folie est tenue. Ça veut dire quoi? Que vous, comme moi, comme tous les hommes, à des moments différents, nous passons de la normalité à la folie, de la folie à la normalité. Et Pascal finit par dire, j'ouvre les guillemets, les hommes sont si nécessairement fous qu'il serait fou de ne pas être fou, mais par un autre tour de folie. Fin de citation. Et quand Pascal dit, merci beaucoup, machallah. Et quand Pascal dit, les hommes sont aussi nécessairement fous qu'il serait fou de ne pas être fou par un autre tour de folie. Vive la folie, dit-il. Pourquoi? Parce que les grandes avancées scientifiques, les grandes découvertes dans tous les domaines n'ont pas été portées par des gens ordinaires comme vous et moi, qui mangent leur tchéboudienne, qui boivent leur 3 normaux d'élite. Ils enseignent qu'ils avaient un petit grain de folie. Et c'est au nom de ce grain de folie qui les habite qu'ils ont été capables de changer la face du monde. Bref, dans tout ce cours-là, vous avez montré un double rapport de dépendance et de conflit entre l'individu et la société. L'homme défendu est défini comme un zone politique, un animal politique. Dans le cours suivant, c'est lequel conscience inconscient, n'est-ce pas mes amis? À cette question, qu'est-ce que l'homme? Votre professeur et vous, vous avez donné 2 réponses différentes. La première partie du cours, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant l'homme est cet être qui se définit par sa conscience et que par cette conscience, l'homme est maître de lui et que non seulement l'homme était maître de lui, mais qu'il était entièrement responsable de ses actes. Et cette définition de l'homme par la conscience, elle traverse toute l'histoire des îles et même l'histoire des religions. De Platon au moins jusqu'au fondateur et découvreur de l'inconscient, le fondateur de la psychanalyse, on a toujours dit homme égale conscience. Par cette conscience, je répète mes amis, l'homme est maître de lui, responsable de ses actes. Il faudra attendre Freud et la découverte de l'inconscient pour renverser cette égalité entre l'homme et la conscience. Freud, tout ce qu'il nous dit et tout le bavardage que nous faisons, moi et vos professeurs, se réduit à cette idée-là. Qu'en réalité, il y a oui, une part de conscience chez l'homme, mais Freud dit c'est la part la plus faible. Il dit la conscience, elle n'est que le 10e de notre vie physique et mentale. Et là où la conscience n'est que le 10e, il reste combien, cher littéraire? L'inconscient va représenter, dit-il, les 9 dixièmes de la vie psychique et mentale. Et derrière l'idée d'inconscient, il y a quelle idée? Retenez-le. L'idée que la liberté de l'homme est une illusion. L'idée que l'entière responsabilité de l'homme est une illusion. L'idée que l'homme est pleinement conscient et maître de lui est une illusion. Pourquoi? Parce que Freud dit, pour l'essentiel, nous agissons, nous décidons, nous choisissons, non pas en obéissant à notre propre volonté, à notre propre conscience, donc de manière volontaire et délibérée. Il dit non. Très souvent, derrière nos choix, se cachent des raisons obscures, des... Qu'est-ce que la liberté? Je ne sais pas ce que c'est que la liberté. Et je dis même souvent la liberté n'existe pas. Certains d'entre vous m'ont entendu dire pourquoi je dis que la liberté n'existe pas, mais parce que vous l'avez entendu 1000 fois de ma bouche, quand vous dites je suis libre, vous avez proclamé votre esclavage à une langue et à une grammaire pour proclamer votre liberté. Vous avez dit je suis libre, vous avez respecté la syntaxe, la concordance des temps, donc vous avez été esclave du français, de sa langue, de sa grammaire, de sa syntaxe pour proclamer votre liberté. Une façon de dire que vous n'êtes pas libre et que la liberté en tant que telle, elle est purement chimérique. Vous vous rappelez, je crois que c'est, comment il s'appelle, Spinoza. C'est Spinoza qui a raison. C'est lui qui montrait que la liberté chez l'homme n'a absolument aucun sens. Parce qu'il dit que l'homme est une cause causée. Et en tant que l'homme est une cause causée, de cette même manière, il est une nature naturée. Et en tant que cause causée, nature naturée par la nature naturante qui est Dieu, seul Dieu qui est nature naturante et cause causée, cause imposée peut être libre. Mais l'homme, encore une fois, en tant que nature naturée par la nature naturante qui est Dieu, ne peut revendiquer aucune liberté. Seul Dieu est libre.
Mais ça ne vous a pas empêché en classe d'examiner deux grandes conceptions, mes enfants, n'est-ce pas? Une première conception, la liberté comme absence de... qui vous a permis de dire que la liberté, c'est le pouvoir d'autodétermination. L'autonomie de l'homme par laquelle il pouvait agir, choisir, en l'absence de toute contrainte extérieure. Mais dans la deuxième partie du cours, vous avez montré quoi? Que cette liberté absolue, comme on vient de le montrer, elle est illusoire. Parce que forcément, l'homme s'exerce sur des contraintes. Forcément, il y a des contraintes. Rappelez-vous le sujet du bac français. Le sujet du bac français de lundi passé. Notez-le, vous allez vous exercer à la maison. Peut-on être libre en toutes circonstances? Ou bien le sujet du bac technique. Peut-on restreindre la liberté au nom de la sécurité? Le bac technique sénégalais. Mais dans tous les cas, il s'agissait de montrer, oui, que la liberté, l'homme a une marge de liberté, mais elle est nécessairement restreinte, bornée, limitée, mais jamais absolue. Le milieu physique extérieur exerce une limitation sur ma liberté. Les instincts animaux exercent une limite sur ma liberté. Donc un déterminisme biologique, un déterminisme sociologique lié aux normes, un déterminisme politique lié aux lois de l'État, un déterminisme psychologique lié aux manifestations de l'inconscient, même un déterminisme religieux. Reconnaissez que le fait que je sois chrétien musulman est une limitation de ma liberté. On est d'accord? Parce qu'il y a du permis, il y a également de l'interdit. Vous vous rappelez Spinoza disant qu'en réalité, l'homme, il n'est pas un empire dans un empire. Et quand Spinoza disait l'homme n'est pas un empire dans un empire, traduisez l'homme n'est pas un roi dans un royaume. Comme les végétaux, comme les minéraux, comme les autres animaux, il ne peut pas se soustraire à l'influence que la nature exerce sur lui. Dans le cours sur l'État, à la question qu'est-ce que l'État, je n'ai pas besoin de répondre, mais nous montrerons qu'il y a trois éléments essentiels constitutifs de l'État. Deux éléments matériels, la population, le territoire. Un élément psychologique, la notion d'autorité politique. Donc sur la base de ces trois éléments, qu'est-ce que l'État? Une autorité politique s'exerçant sur une population à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. État et liberté, je n'insiste pas, vous avez deux conceptions différentes. Une première, celle des théoriciens du contrat tels que Rousseau, qui enseigne que le but de l'État n'est rien d'autre que la liberté. Alors que dans la perspective de Thomas Hobbes, l'État ne vise pas la liberté, mais il vise la paix et la sécurité. Parce que Rousseau est un optimiste qui croit que l'homme est naturellement bon. Quel est le régime politique qui lui convient? La démocratie. Hobbes est un pessimiste qui pense que l'homme n'est pas naturellement bon. Au contraire, méchant, violent, cruel. Ce qui lui convient, ce n'est pas la démocratie, mais l'absolutisme exercé par le pouvoir fort du Léviathan. Dans tous les cas, vous avez montré que s'il y a une part de liberté dont l'homme dispose, où est-ce que se manifeste le peu de liberté de l'homme? Dans la création artistique. On est d'accord? Pourquoi l'art est le lieu où se manifeste le peu de liberté dont l'homme dispose? Mais parce que l'art, vous le savez très bien, elle est une activité désintéressée. Vous vous rappelez André Lalande? André Lalande, qu'est-ce que l'art? Il répond en disant l'art désigne. André Lalande, à la question qu'est-ce que l'art? Mes collègues ne seraient pas contents. André Lalande, l'art désigne quoi? La production du beau. Hein? En fallait. L'art désigne la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Les deux éléments, le premier, l'art vise le beau. Cela signifie quoi? Que l'art est une activité non utilitaire. En termes simples, cela signifie quoi? Que l'art est une activité désintéressée. Parce qu'elle n'ayant qu'une finalité contemplative esthétique. Mais quand il ajoute par les œuvres d'un être conscient, c'est une manière de montrer quoi? Que l'art est spécifiquement humain. C'est Karl Marx qui dit, j'ouvre les guillemets, l'animal ne produit que dans un dessin purement utilitaire, fin de citation. Et lorsque Karl Marx dit, l'animal ne produit que dans un dessin purement utilitaire, ça veut dire quoi? Que l'animal ne produit que sous la contrainte du besoin. C'est une manière de montrer que le nid de l'oiseau, même s'il est très beau, ce n'est pas une œuvre d'art. On est d'accord? Que la ruche de l'abeille, même si elle est très belle, elle n'est pas une œuvre d'art. On est d'accord? Que la toile tissée par l'araignée, même si elle est très belle, ne constitue pas une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que l'oiseau, en faisant son nid, n'avait pas pour projet du beau, mais assurer
sa reproduction et garantir sa conservation. Donc l'art est spécifiquement humain. Mais pourquoi l'art? C'est le deuxième sujet du vote français. Avons-nous besoin d'art? Point d'interrogation. Ils ont la chance d'avoir des sujets formulés de façon très simple et très claire. Avons-nous besoin d'art? Point d'interrogation. Je répondrai en disant oui. Dans le langage de mot contre mot, où je disais l'art est ce qui permet de rendre le monde habitable. Et quand je disais cela il y a 10 ans, que l'art est ce qui permet à l'homme de rendre le monde habitable, j'essayais de me demander, imaginons une seule seconde, une vie sans architecture, sans poésie, sans littérature, sans chant, sans danse, mais reconnais que cette vie-là, elle serait infiniment plus difficile à supporter. Merci beaucoup mon ami. Et l'artiste qui est à côté d'elle, elle sait très bien que l'art est ce qui aide l'homme à supporter le lourd fardeau de l'existence. Peut-être qu'elle a tous les problèmes du monde, mais elle est aussi belle qu'un portrait, elle est aussi belle qu'un tableau de peinture, parce qu'elle a compris que si la vie n'est pas belle, mais les images de la vie, elles sont belles. Et les images de la vie, c'est elles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Je vous assure, si un serpent entrait parmi nous, je n'aurais pas besoin de mettre fin à notre rencontre. Le serpent nous fait peur, nous fait fuir, parce que la vue du serpent nous fait penser à la mort. Mais elle est d'accord avec moi qu'un serpent représenté sur un tableau, parfois il est tellement beau qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Reconnaissez que vouloir embrasser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle, mais est possible par la magie de l'art. La vie n'est pas belle, mais les images de la vie produites par l'art, elles sont infiniment belles. Maintenant, quel rapport l'art entretient-il avec la réalité? Je n'insiste pas. Vous n'avez même pas besoin du professeur de philosophie parce que c'est réglé dans vos courants littéraires. Rapport entre l'art et la réalité. Déjà dans vos courants littéraires, il y a des courants dans lesquels on vous dit le but de l'art est d'imiter, de reproduire le plus fidèlement possible les paysages, les problèmes, les contradictions de son époque et de son milieu. Mes amis, nous sommes dans quel courant littéraire? Dans le, oui, dans le réalisme ou bien dans le naturalisme. Je me rappelle de Stendhal. C'est vieux, il y a 50 ans. Stendhal disant le roman est comme, je n'entends pas, le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Un miroir, est-ce qu'il crée, est-ce qu'il invente? Il ne fait que refléter. De la même manière, en philosophie, chez les anciens Grecs, tels que Platon, Aristote, ils développent la thèse de l'art comme mimésis. Dans mimésis, mimer, imiter. Et donc, pour ces auteurs-là, l'art doit se contenter de reproduire le plus fidèlement possible la nature ou les événements et les contradictions de son époque. Mais vous avez d'autres courants littéraires dans lesquels il ne s'agit pas d'imiter, de reproduire, mais pour le dire ainsi, il s'agit pour l'auteur de nous emporter sur les ailes de son imagination, pour produire en tout cas un monde autre que celui dans lequel nous vivons. Mes chers amis, nous sommes dans quel courant littéraire? Surréalisme, c'est excellent. Nous sommes également chez Baudelaire et chez Arthur Rimbaud. Nous sommes dans quel courant littéraire? Baudelaire et Arthur Rimbaud, chez Baudelaire et Arthur Rimbaud, on est dans quel courant littéraire? On est dans le symbolisme. Vous vous rappelez, vous êtes des littéraires. Vous vous rappelez le poème de l'Albatros quand même? Vaste oiseau des mers que ces ailes de géants empêchent de voler, capturé parmi l'équipage. Il dit, capturé parmi l'équipage, il éprouve de l'ennui. Pourquoi? Il dit parce qu'il est le prince des nuées. Et quand Baudelaire dit l'albatros, l'oiseau, il est le prince des nuées, mais l'oiseau c'est le poète. Vous savez bien que chez Baudelaire, ici-bas, le poète, qu'est-ce qu'il éprouve? Des spleen et de la nausée. Pourquoi? Parce que la véritable demeure du poète n'est pas ce monde-là, mais le monde des paradis artificiels bâtis par son imagination créatrice. Vous vous rappelez le poème de l'invitation au voyage? Mon frère, ma soeur, allons là-bas, vers ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Mais quand Baudelaire dit ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté, ce n'est pas le pays réel, mais c'est le pays engendré par le pays des paradis artificiels, engendré par l'imagination féconde et créatrice du poète. Vous trouvez ça en philosophie, chez Hegel, chez Bergson, c'est des auteurs qui disent l'art véritable doit relever non pas de l'imitation, mais de la création. Mais j'aimerais dire attention mes amis, ne faites pas une différence nette entre l'imitation et la création. Quand j'imite, je crée. Quand je crée, j'imite. Pourquoi quand j'imite, je crée? Parce qu'une imitation, elle a une part d'infidélité. Quand j'imite,
à travers mon propre style. Je retravaille l'œuvre pour lui imprimer les marques de ma sensibilité et de mon génie artistique. Vous êtes d'accord que dans l'histoire là, je parlerai de la musique que vous connaissez seulement, vous voyez des chansons qui sont des imitations, mais on a quel sentiment parfois que l'imitation est plus belle que le modèle originel. Pourquoi? Parce que l'artiste n'a pas reproduit fidèlement, il a imprimé, comme j'ai dit, à l'œuvre une nouvelle dimension, il a apporté sa touche personnelle, faisant que, mais cette œuvre-là, elle vit d'une autre vie. C'est pourquoi j'ai dit, même quand j'imite, je crée. Mais quand je crée, j'imite. Pourquoi? Parce que je ne crée pas à partir de rien. Je m'appuie sur la réalité pour pouvoir créer. C'est pourquoi Albert Camus, c'est lui qui dit quoi? L'art n'est ni consentement total, ni refus total de ce qui est. Merci beaucoup. Je suis Madame Ndiaye Famania, directrice du poste de l'IAM de Diamniadio. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'activité de synthèse de philosophie organisée par le mouvement Massa. Comme à l'accoutumée, le professeur Songué Diouf nous a gratifié d'un cours magistral à l'endroit des élèves de terminale du département de Rufisque. Sur ce, j'appelle tous les élèves à se conformer aux règles qu'il a édictées aujourd'hui pour pouvoir réussir le bac. Et nous souhaitons très bonne chance à ces élèves-là. Et moi, personnellement, en tant que directrice du cours, je souhaite les recevoir d'ici octobre au niveau du cours de l'UAM. Merci beaucoup. Je suis Madame Ndiaye Famadia, je suis directrice du cours de l'UAM. Donc, nous sommes venus ci activité bi nga xamné wa Massa ñom ñoo ñu fi wo mu nek un honneur pour man ñu jël ma en tant que marraine ñu ñëw ci activité bi accompagner walé suñu professeur Songué Diouf bi nga xamné tay mom mo doon def cours bi nga xamné mom la jagleel ñi nga xamné moy élèves terminale yi. Donc ñu leen di souhaiter bonne chance di leen wax ne li nga xam leçon yi nga xam ne professeur joxe na ko ñu suivre ko méthode yi nga xam ne joxe na ko ñu suivre ko pour ñu mën a réussir l'examen du bac. Donc man aussi en tant que directrice du cours maa ngi leen di ñaanal recevoir leen fee ci cours bu IAM d'ici octobre. Donc ça veut dire que dinañ passer concours IAM pour mën a ñëw foofu ci université Amadou Mahtar. Pour l'appui et le soutien constant qu'elle est en train de faire sur le développement de notre département. Je remercie aussi les organisateurs, tout le mouvement Massa, de m'avoir choisi, moi, Femme et moi, pour qu'on puisse accompagner les élèves qui sont nos frères et sœurs. C'est un soutien, c'est normal qu'on vienne les soutenir. Merci. Waaw jërëjëf man maa ngi tudd Adama Diène di directeur des finances et comptabilité bu SONAGED ñëw tey jii nga xam ni mooy journée de synthèse bi nga xam ni mouvement Massa moo ko invité moo ko organisé dama ci choisir comme parrain danañ ci sant di leen ci gërëm ci loolu di sant aussi ñu ma fi fekk comme la marraine Fama Dieng ki nga xam ne sœur la ci man di sant aussi le professeur l'éminent professeur Songué ci brillante intervention bu mu def ak ci synthèse bi nga xam ni laal na programme bi yëpp. Et puis moi en tant que j'ai pris aussi bonne note ci explication yi ñu doon def parce que philosophie moi je suis scientifique la woon donc mais j'aimais trop la philosophie donc permettre na ma tey ñu gën a delluwaat lycée donc di ñaan rek yaakaar di ñaanal xale yi aussi fu ñu jëm mooy seen examen yàlla may leen ci ndam bu baax a baax ñu bàyyi xel aussi ci leçon yi nga xam ne professeur joxe na ko ak synthèse ñu ko def yëpp je pense que jël na note bu baax a baax a baax li ci ëpp solo nag mooy conseil yu mu leen jox. Quand même à entrer dans l'agenda des élèves. J'avais dit à Gorgui que je ne viendrai pas aujourd'hui parce que j'avais des difficultés. Enfin, un calendrier très chargé, mais il m'a dit que les élèves étaient là et que l'attente était toujours la même, elle était aussi vivace. Et donc nous avons sacrifié à ce